Frédéric Legéal, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous êtes l'ancien rédacteur en chef de La Lettre du Continent, une publication spécialisée sur l'Afrique. Et vous venez de publier un livre pavé qui s'appelle Le déclin franco-africain, 453 pages essayant d'explorer, de décrypter et d'analyser cette politique française en Afrique. Alors pourquoi ce titre un peu choc, un peu, je dirais, assez pessimiste, ce déclin, est-ce vraiment un déclin? Écoutez, j'ai employé le mot déclin à dessein parce que je pense qu'il reflète la situation actuelle de la France en Afrique, tant sur le plan diplomatique que sur le plan économique. On voit très bien que ces positions, qui étaient des positions de rente, qui ont longtemps dominé les marchés africains, sont aujourd'hui même pas en retrait, c'est-à-dire qu'elles sont en chute complètement libre. La France a moins de 5% de part de marché maintenant dans de nombreux pays. Elle affronte une concurrence venue du monde entier, et elle n'a pas su s'adapter en fait à la mondialisation de l'Afrique, qui aujourd'hui a tout un tas de partenaires avec qui faire des affaires, avec qui prospérer. Et la France, dans cette compétition mondialisée, n'a pas su comprendre l'évolution de l'Afrique, et notamment l'arrivée de cette jeunesse africaine extrêmement vindicative et extrêmement revendicative, qui veut aujourd'hui son droit d'inventaire avec l'ancienne puissance coloniale. Je parle ici, bien entendu, de l'Afrique francophone, parce que Oui. c'est là que le déclin est beaucoup plus marqué. Et Paris n'a pas su s'adapter, en fait. On le voit Ouais. très bien avec des décisions qui sont absolument, qui n'auraient jamais pu. Par exemple, je pense à Veolia, qui a été chassé du Gabon en 2018, Mhm. quasiment manu militari. On voit que Bolloré se retire aujourd'hui. Donc, Ouais. c'est tout un tas d'éléments qui font que la France n'est plus ce partenaire historique privilégié. Aujourd'hui, il y a les élites africaines qui regardent ailleurs et sa jeunesse avec. Avant de dérouler les éléments structurant cette politique africaine, d'abord une question de pédagogie et de compréhension. Où s'élabore cette politique-là? On sait qu'il y a des structures clés comme l'Élysée, comme le ministère des Affaires étrangères, comme le ministère des Finances et la Défense. Parlez-nous un peu de ceux qui font l'Afrique politique. Et Alors, donc, compte tenu du poids, vous savez que l'Afrique pour la France, c'est un rapport vraiment historique. Et je dirais que l'Afrique a ceci de primordial pour la France, c'est qu'elle lui donne son sentiment de puissance. Grâce à l'Afrique, la France rayonne au niveau international. Elle rayonne à travers ses bases militaires prépositionnées, elle rayonne à travers la francophonie, etc., etc. On sait que la représentation française à l'ONU traite à 75% de dossiers africains. Donc, historiquement, la France a une légitimité pour parler de l'Afrique. Ça, c'est une première chose. À Paris, cette importance fait qu'à Paris, l'Afrique relève d'un domaine préservé qui a toujours été celui de la présidence de la République. D'ailleurs, on note au passage que cette doxa n'a pas évolué, c'est-à-dire que la politique africaine se fait à l'Élysée et pas ailleurs. C'est-à-dire que le Parlement français, par exemple, n'a jamais eu un droit de regard excessif sur la politique africaine. C'est toujours le cas avec Emmanuel Macron. On voit très bien qu'il y a eu des décisions, notamment d'intervention militaire, qui ont été prises par Emmanuel Macron sans l'aval sans même la consultation du Parlement. Donc je dirais que c'est le point focal. La politique reste du domaine réservé de l'Élysée. Après, vous avez des interlocuteurs qui sont connus, c'est le ministère des Affaires étrangères, bien entendu, et le ministère de l'Économie et des Finances. Ce sont deux pôles régaliens sur la politique africaine extrêmement puissants et extrêmement concurrents. C'est d'ailleurs ce qui fait que la politique africaine de la France a toujours été plus ou moins atomisée avec différents centres de décision et qui rendent sa lisibilité extrêmement floue, en fait. Vous aviez auparavant un ministère de la coopération qui était chargé vraiment de s'occuper du développement avec ce continent qui a disparu sous le mandat de Nicolas Sarkozy. Et aujourd'hui, on voit très bien que cette politique est un peu éparpillée aux quatre vents. On ne sait plus qui décide. Chaque ministère a sa coopération internationale avec l'Afrique. Le ministère de l'Intérieur a aussi un pôle régalien. Tout ça est devenu très, très flou. Ce qui participe, à mon avis, aussi du côté illisible de cette politique aujourd'hui.
La France, vous l'avez dit, est un pays leader d'opinion sur l'Afrique. Mais comment peut-on aujourd'hui expliquer ce, je dirais pas déclin, mais ce déclassement, c'est dû à la qualité des élites, à ce que le poids des inerties aussi a-t-il joué. Comment aujourd'hui donner une source précise de ce problème de dysfonctionnement sur l'Afrique? Alors écoutez, moi dans mon livre, quand je parle de déclin franco-africain, ce n'est pas un livre à proprement parler sur la politique d'Emmanuel Macron. Je pense qu'Emmanuel Macron a trouvé en arrivant à l'Élysée tout un tas de facteurs négatifs qui fermentaient depuis plusieurs années, voire depuis plusieurs décennies. En fait, pour parler un peu prosaïquement, il a ramassé un peu les pots cassés, mais il n'a pas su ou voulu rééquilibrer cette relation. La dégradation, pour moi, elle transparaît sur plusieurs points qui sont d'abord en premier lieu, et ça c'est le plus important pour moi, c'est le militarisme de la France, c'est-à-dire la façon dont la France s'exprime du point de vue militaire dans ses anciennes colonies, ce que j'appelle moi le bloc francophone, puisque il y avait auparavant l'Afrique occidentale, l'Afrique occidentale et équatoriale, donc ils forment deux blocs historiques assez structurés et assez cohérents les uns avec les autres. Donc la France a joué pour maintenir son influence après la guerre froide, au lendemain des indépendances, a voulu maintenir une espèce d'influence au prix d'interventions et d'opérations extérieures que moi j'appelle pathogènes. C'est-à-dire que le militarisme de la France en Afrique est pathogène. On compte près de 70 opérations extérieures françaises en Afrique. Donc il y a chez les jeunes aujourd'hui un sentiment que cette présence militaire n'a plus lieu d'être, qu'elle est surannée, qu'elle ne correspond pas au contexte de la réalité, que symboliquement, elle a une charge extrêmement négative. Quand vous avez des bases prépositionnées avec des soldats de l'ancien colonisateur dans certains pays, on peut comprendre que les opinions publiques africaines soient contre cet état de fait. Et lorsque l'on sait que les militaires français qui ont un passif, il faut bien le dire. Il y a des opérations qui ont été très positives, qui ont ramené la paix, qui ont pacifié des terrains, mais il y a aussi des opérations et des interventions françaises qui ont été extrêmement toxiques et extrêmement nocives. Qui pour déboulonner un chef d'État, qui pour en mettre un autre, etc., etc. Et cette présence pour moi, a forgé dans l'esprit collectif africain une sorte je dirais, de réticence et de méfiance. Aujourd'hui, le militaire français est vu, à tort ou à raison, comme un militaire d'ingérence. Voilà. Donc l'armée française porte un passif sur lequel elle doit réfléchir. C'est pour moi primordial. Et la deuxième chose, je dirais que c'est un facteur qui n'est pas apparent, qui ne saute pas aux yeux de prime abord, c'est l'arrogance de la France, la condescendance de ces élites françaises. C'est un facteur qui est sous-estimé, mais qui, chez les Africains, et j'ai interviewé une 80 à 100 personnalités africaines dans mon livre, que ce soit des opposants, des anciens ministres, des premiers ministres, des leaders, des influenceurs, des leaders d'ONG, des leaders de la société civile. J'ai été extrêmement surpris par ce facteur qui est la condescendance et l'arrogance, c'est-à-dire cette capacité qu'a la France à s'ériger en moralisatrice, à donner des leçons, qui de démocratie, qui d'état de droit, alors qu'elle ne le respecte pas dans les faits. Oui. Ça, c'est un facteur qui a précipité de manière pour moi évidente l'image de la France en Afrique. Et le dernier facteur, pardonnez-moi, c'est bien entendu le facteur politique qui rejoint le précédent. Lorsque la France a des bonnes intentions qu'elle défend l'état de droit, la démocratie, mais que sur le terrain, elle défend des régimes qui sont, du point de vue des droits de l'homme, extrêmement sujettes à caution, eh bien, il faut se mettre à la place des populations africaines. Je veux dire, la coopération qu'il peut y avoir avec certains pays, notamment en matière de défense et en matière de coopération policière, eh bien, les Africains qui se retrouvent dans des manifestations pour réclamer plus de liberté voient dans les policiers, voient dans les militaires qui interviennent, africains, eh bien, la main de la coopération française, c'est-à-dire qu'un pays qui entretient des relations avec des régimes qui sont en tout point indéfendables. Mais comment peut-on aujourd'hui imaginer cette indifférence, en tout cas cette volonté de ne pas vouloir bien agir pour transformer cette perception qui est aujourd'hui catastrophique et porteuse de tous ces malentendus dont vous parliez?
Ben, je crois que Paris n'a pas encore fait son aggiornamento, comme on dit. Je pense qu'elle s'imagine que ce rapport historique qu'elle a avec l'Afrique va de soi, que les populations africaines adhèrent à sa politique, adhèrent à sa vision, adhèrent à ses actions sur le continent. Je pense que la France devrait euh, paradoxalement se mettre en retrait. Elle devrait adopter un soft power. Elle devrait retirer toutes les marques et tous les facteurs qui sont crispants pour les populations africaines. Moi, je suis partisan d'un retrait des bases prépositionnées qui n'ont sur le papier comme dans la réalité strictement aucune utilité. On sait très bien qu'aujourd'hui, j'ai parlé avec des militaires et des officiers qui me disent qu'elles n'ont plus strictement aucune utilité, sinon à rassurer les chefs d'État des pays dans lesquels elles se trouvent. Je pense qu'il y a à la fois dans ce retrait du militarisme et dans l'adoption d'un discours un peu plus policé, un peu plus respectueux, les marques d'une évolution possible. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut entrer dans cette rupture systémique pour disrupter, justement? Est-ce qu'aujourd'hui, la France a la capacité à agir dans ce sens? Parce que c'est aussi c'est une question structurelle au niveau de la démarche, au niveau de la vision. Oui, moi je dirais même qu'elle est métaphysique, c'est-à-dire que ça fait partie de l'ADN franco-africain. Emmanuel Macron s'y est essayé en 2017. On se souvient de son discours à Ouagadougou en novembre 2017 avec de très bonnes intentions. 5 ans plus tard, au final, il faut bien constater qu'il y a eu quelques avancées extrêmement timorées et qui n'ont pas permis de changer le mode opératoire français en Afrique, avec des grands écarts permanents, avec une politique proprement schizophrénique. Enfin, on voit bien la France qui condamne la junte malienne très bien, une junte absolument irrespectable et peu respectueuse et peu respectée, mais dans le même temps, Emmanuel Macron se précipite aux obsèques d'Idriss Déby en reconnaissant le pouvoir de son fils. Elle ne dit rien sur le coup d'État qui vient d'être perpétré au Burkina Faso en janvier dernier. Donc on voit bien qu'il y a une position qui est rendue incompréhensible, notamment de la part des populations et surtout des élites africaines. Et donc je pense que une harmonisation, une meilleure clairvoyance de sa politique, en cessant de coopérer avec des régimes qui sont indéfendables du point de vue parce qu'anti-républicain finalement, eh bien, ça aurait déjà le mérite de clarifier les choses. L'Afrique, comme vous le savez, c'est 54 pays, c'est un immense continent avec des enjeux considérables, mais il y a un aspect aujourd'hui qui véritablement peut être dévastateur pour l'avenir, c'est la crise sahélienne aujourd'hui. Est-ce que aujourd'hui, on voit qu'on est toujours en retard d'une réaction, en retard d'une solution? Comment aujourd'hui arrêter le feu? Et les choses semblent ne pas heurter les responsables qui sont au cœur de ce processus. Bah, écoutez, nonobstant la crise grave entre la France et le Mali, qui pour moi d'ailleurs est une caricature de sa perte d'influence. Enfin, quand on voit une junte qui est capable aujourd'hui de remercier un ambassadeur de France, on voit à quel point la France a perdu totalement de son aura dans son précaré, de ce qu'on appelait son précaré. Aujourd'hui, la crise sahélienne, on voit quand même, évidemment, la situation ne fait qu'empirer, mais on voit certains gouvernements, comme le Burkina Faso, qui ouvertement aujourd'hui est pour des pourparlers avec les groupes armés, par exemple. Moi, je défends une solution africaine. Il y a eu par le passé de graves crises qui ont fermenté sur ce continent et qui se sont réglées finalement avec des dynamiques proprement africaines, avec l'aide plus ou moins accentuée des grandes puissances. Mais finalement, c'est aux Africains et aux Africains seuls que viendra la solution. On peut les appuyer, bien entendu, financièrement, militairement, mais je pense qu'il faut laisser les Africains trouver par eux-mêmes les voies pour une solution. Alors, c'est vrai qu'au Sahel, la crise est tellement dévastatrice qu'elle est complexe, mais regardez ce qui se passe à Cabo Delgado, au Mozambique. Vous avez quand même aujourd'hui, on n'en parle pas, mais vous avez tout le versant est de l'Afrique qui est menacé par la montée du fondamentalisme et la montée du djihadisme. Et ces pays refusent toute ingérence de pays occidental, par exemple. Ouais.
C'est le cas du Mozambique. Et donc la SADC, la Southern African Development Community, a mis en place une force 100% africaine, avec un appui rwandais, avec des réussites, avec des soldats qui ont repris des villes, qui ont repris des villages, qui ont repris des zones entières. Et donc ça montre bien que les Africains portent en eux la solution à ces problèmes. Donc moi je suis pour une montée en puissance de la CEDEAO qui n'intervient pas assez, évidemment. Évidemment, il y a tout un tas de corruption, mais enfin, on voit bien que les solutions sont avant tout endogènes. Elles ne viendront pas de puissance occidentale. La France n'est pas dans un monolithisme qui, en tout cas, on voit qu'il y a plusieurs démarches, plusieurs éléments, et notamment on voit que la France a réussi à associer des gens très critiques, des Africains très critiques à l'égard de la politique française, comme Achille Mbembe, comme Felwine Sarr. Comment expliquez-vous ce rapport assez ambivalent et étonnant même? Alors ça, pour moi, c'est la patte présidentielle d'Emmanuel Macron. C'est sa façon, c'est son mode opératoire. C'est-à-dire que avec les personnes les plus critiques, il y a toujours une volonté d'instaurer un dialogue. Finalement, on le voit bien avec Achille Mbembe, qui a eu évidemment une position extrêmement rigoureuse sur la politique de la France en Afrique. Je crois que c'est sain de discuter comme ça avec de grands intellectuels. Après, il faut voir ce qui se passe concrètement. On nous annonce la création d'une fondation pour l'Afrique ou d'une maison pour l'Afrique. On nous annonce un fonds abondé par plusieurs millions d'euros pour défendre l'état de droit en Afrique. Très bien. Bon, ça n'empêche pas Paris de continuer à entretenir des relations extrêmement denses et extrêmement serrées avec des pays qui ne respectent absolument pas les droits de l'homme. Bon, voilà, il faut voir son application sur le terrain, mais je dirais que c'est une avancée, même si le rapport Felwine-Sarr a accouché pour moi d'une souris. Enfin, la restitution des œuvres d'art, par exemple, on peut en parler. Quand la France décide de restituer 26, je dirais, j'étais tenté de dire 26 malheureuses pièces. Non, ce sont des grandes pièces, mais ça n'est tout de même que 26 pièces au Bénin. On peut être quand même assez étonné quand on sait qu'il y a 90 000 pièces qui dorment, qui au musée du Louvre, qui au musée d'Orsay. Et d'ailleurs, le rapport Felwine-Sarr parle d'une restitution globale. Bon, on sait très bien qu'on n'y arrivera pas, mais dans le même temps, vous avez toutes les anciennes puissances européennes coloniales qui ont fait un travail de mémoire extrêmement poussé. Vous avez l'Angleterre qui a dédommagé, par exemple, les Momos en 2013, pour les camps de travail et de concentration que Londres avait créés dans les années 50-60 au Kenya. Vous avez la Belgique qui est prête à restituer 40 000 pièces au Muséum d'Afrique centrale, qui sont actuellement entreposées au Muséum d'Afrique centrale. Ce pays est prêt à les restituer à l'ancien Zaïre, la RDC. Donc on voit bien que la France essaye d'avancer, mais elle essaye d'avancer en préservant finalement un peu tout. Est-ce que, selon vous, il y a une évolution possible avec le Macron 2, c'est-à-dire que le nouveau mandat du président Macron, où l'on voit déjà une volonté d'éviter le tête-à-tête et d'inclure l'Europe dans la vision stratégique à l'égard de l'Afrique. On l'a vu au sommet France-Afrique. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une chance pour que Macron aille vers ce changement de paradigme? Je crois que c'est une des solutions en fait qui va permettre à la France de sortir par le haut et de revoir un peu sa politique. Il faut absolument la multilatéraliser de plus en plus, l'européaniser. C'est-à-dire il faut que la France se fonde dans une approche multilatérale. Pour moi, c'est indispensable. Ça lui évitera effectivement, comme vous le dites, ce face-à-face permanent qui forme une sorte de piège pour elle et qui forme une sorte d'engagement qui est très très mal vu aujourd'hui par la jeunesse africaine. Donc c'est une des portes de sortie salutaires pour moi, pour Paris. Mais on sent aussi qu'il y a un déclin de l'expertise française, il y a une espèce de méconnaissance, surtout, il y a de bons techniciens, certes, mais il y a des gens qui ont désappris l'Afrique. Et ça, peut-être aussi, ça participe de ce décalage entre l'Afrique et la France, non? Absolument, ça fait partie d'un très gros chapitre de mon livre, d'accord. D'abord, je considère que la perte d'influence de la France
s'explique déjà par le non-intérêt de l'Afrique pour les élites politiques et les élites diplomatiques françaises. Vous avez de très grands ambassadeurs qui sont extrêmement passionnés par ce continent, mais globalement, par exemple, du point de vue diplomatique, et c'est Bruno Neulet, l'ancien conseiller Afrique de François Mitterrand, qui me dit ça, d'ailleurs, que je cite dans mon livre, qui me dit que la plupart des diplomates, quand on leur apprend qu'ils sont nommés sur le continent, pour eux, c'est le chemin de croix, c'est vraiment la tache noire dans leur curriculum vitae. Donc, il y a une appréhension de l'Afrique qui est foncièrement négative et qui donc, pour moi, est foncièrement erronée. Il y a un très gros travail que la France devrait entreprendre, pour moi, dès les classes de primaire et de collège, c'est-à-dire qu'il faut apprendre aux jeunes Français les dynamiques de ce continent, il faut apprendre aux jeunes Français ce qu'est ce continent, ce qu'a été ces grands empires, etc. etc. Aujourd'hui, l'Afrique est apprise que par son télescopage avec l'Occident, si vous voulez. On apprend l'esclavage, on apprend la traite triangulaire, on apprend la décolonisation, la colonisation. C'est toujours dans son rapport à l'Occident, mais jamais il n'y a de cours, par exemple, sur l'Afrique précoloniale. Les élèves connaissent l'Empire égyptien, bon, qui fait partie de l'Afrique, certes, mais qui est un peu à part, mais les élèves français connaissent plus l'Empire Inca ou Aztèque que les grands empires Songhai, Congo, etc., etc. Et si vous voulez, il y a, pour moi, c'est très important, et tout ça participe d'une représentation absolument épouvantable et négative de ce continent, dans laquelle tout le monde est pris au piège. Même les journalistes aujourd'hui qui travaillent sur l'Afrique ont un regard un peu dystrophique sur ce continent, un regard négatif. Ils sont victimes de leur vision. Et il faut, pour moi, complètement rééquilibrer cette image. Parler des dynamiques africaines, décrire les sociétés telles qu'elles vivent, finalement, on s'aperçoit aujourd'hui que les Français savent mieux comment les Africains meurent que comment ils vivent. Et c'est ça, pour moi, qui est dramatique. Pour conclure, on le voit, l'Afrique risque de devenir le champ clos des rivalités géopolitiques de grands pays comme la Russie, la Chine et bien d'autres pays. Est-ce qu'aujourd'hui, on aura le temps de la refondation, ou plutôt de rebâtir un socle? Et vous savez combien il est important d'entrer dans cette temporalité qui exige justement du temps, et surtout d'imprégner les mentalités et les élites. Est-ce qu'aujourd'hui on a la possibilité de pouvoir aller dans cette direction? Je crois au contraire que la compétition va s'intensifier à mesure que la France va perdre en influence. On le voit très bien aujourd'hui avec la Russie. La percée de la Russie, qui vient de signer d'ailleurs un accord de défense militaire avec le Cameroun, la percée de ce pays est à la mesure de la perte d'influence de la France. Mais quand on parle de la Russie, par exemple, il faut se rappeler que ce pays ne découvre pas ce continent. Il ne fait que réactiver les connexions et les rapports historiques qu'il avait durant la guerre froide, durant la période des non-alignés, etc. Pourquoi la Russie aujourd'hui est extrêmement appréciée et demandée? Parce que peut-être qu'elle a joué un rôle déterminant dans la lutte contre l'apartheid, parce qu'elle n'a pas un regard de colonisateur, hein, c'est ce que disent les Africains, parce que peut-être qu'elle donne l'impression aux Africains d'être traités avec respect et avec voilà. Donc, je pense que cette compétition va aller en s'accroissant. Voilà, ce qui est pas dommageable pour l'Afrique d'ailleurs, hein, d'avoir X partenaires, mais la France doit clairement réagir et je dirais même se réveiller si elle ne veut pas avoir des lendemains qui déchantent encore plus. Je rappelle, Frédéric Legéal, que vous avez écrit Le déclin franco-africain. Je montre aux éditions L'Harmattan, un livre qui permettra d'approfondir tous les points qu'on n'a pas pu évoquer ici. Je vous remercie d'avoir été avec nous et d'avoir clarifié cette vision qu'on a de l'Afrique. Merci. À très bientôt.